Au sommaire de cette édition, grève des enseignants en Guinée, des milliers de jeunes scolaires ont violemment manifesté pour exiger le retour en salle des enseignants. Face à l'invasion de chenilles, une réunion d'urgence sous l'égide de l'ONU s'est tenue ce mardi à Harare, au Zimbabwe, afin de discuter de mesures contre cette larve. Et puis aux États-Unis, le président américain Donald Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont affiché ce lundi leurs différences sur l'immigration et les réfugiés. Pour obtenir des hausses de salaire et la titularisation de vacataires au sein de l'éducation publique, 2 centrales syndicales de l'éducation en Guinée ont entamé ce lundi une grève. Pour appuyer les enseignants et exiger leur retour en classe, des milliers de jeunes scolaires appuyés par des désœuvrés ont violemment affronté les forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de la capitale Conakry. De nombreuses interpellations de manifestants ont été signalées par endroits. Ce dimanche soir, le porte-parole du gouvernement et ministre de l'enseignement technique et professionnel avait appelé les élèves au calme, soulignant que les discussions entre le gouvernement et syndicalistes avançaient plutôt bien. Début février, le gouvernement qui voulait à tout prix empêcher ces mouvements avait ordonné la fermeture de toutes les écoles du pays pour une période de 12 jours. Sept représentants syndicaux des médecins kenyans ont été écroués lundi après avoir été condamnés à 1 mois de prison pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis 10 semaines. Les syndicalistes avaient été condamnés à 1 mois de prison avec sursis à la mi-janvier par la juge Hélène Wassilawa qui leur avait donné 2 semaines pour annoncer la fin de la grève, faute de quoi la peine serait appliquée. La même juge a ordonné lundi leur incarcération, estimant qu'il n'y avait aucun motif de revenu sur son jugement précédent. Les syndicalistes ont, sitôt le jugement prononcé, été menottés et conduits en prison, en passant parmi leurs partisans rassemblés devant le tribunal, pancarte en main. La grève, qui a démarré le 5 décembre dans les hôpitaux publics, a de lourdes conséquences pour les malades dont certains sont dirigés vers des cliniques privées trop chères pour la majorité de la population. La justice a donné raison au gouvernement qui considère le mouvement illégal au motif qu'il a été enclenché alors que des négociations salariales étaient en cours. Les quelques 5000 médecins du secteur public ont fait valoir que leur revendication principale, une multiplication de leur salaire par 4, figurait dans un accord de négociation collective signé en 2013, mais qui n'a jamais été appliqué. Réunion d'urgence sous l'égide de l'ONU à Harare, au Zimbabwe. L'invasion d'une chenille légionnaire vorace venue d'Amérique a suscité cette rencontre. L'objectif est de discuter de mesures contre cette larve qui a endommagé les cultures céréalières de plusieurs pays africains et fait craindre des pénuries alimentaires. Pendant 3 jours, dans la capitale zimbabwéenne, sont réunis des experts représentant 13 pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est à la commande. La chenille légionnaire d'automne, originaire des Amériques et récemment introduite en Afrique, a déjà fait des ravages dans les champs de céréales en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Ghana. Le Malawi, le Mozambique et la Namibie seraient également affectés. À en croire les experts, c'est la première fois que cette espèce cause de telles destructions de champs en Afrique. Alors que la région est frappée par l'une des pires sécheresses de ces dernières années dues au phénomène El Niño, ces prédateurs dévorent le maïs, le blé, le millet et le riz qui se trouvent être des aliments de base en Afrique australe. Le Centre international pour l'agriculture et les biosciences avait souligné la semaine dernière que ces chenilles se propagent rapidement sur le continent africain. Ces chenilles d'automne pourraient avoir été introduites en Afrique via des végétaux importés. Les pesticides chimiques peuvent être une solution, mais sur le continent américain, ces chenilles ont développé une résistance aux insecticides. Nous
avons demandé à ce qu'on nous communique, le procureur général nous communique ces réquisitions. Et tant que nous n'avons pas ces réquisitions écrites, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de faire un débat contradictoire. Tous les éléments dont il est en possession, notamment ces réquisitions, doivent nous être communiqués et nous aussi, nos conclusions écrites doivent lui être communiquées. Donc, nous n'avons pas reçu ces réquisitions. Nous avons dit qu'il faut qu'on nous renvoie pour que nous voyions clair. La deuxième raison, c'est que nous estimons également qu'il y a un des prévenus qui n'est pas domicilié au Niger. Donc nous avons demandé à ceux de reprendre les citations et de respecter les délais de procédure prévus par la loi lorsque quelqu'un est domicilié à l'étranger, qui n'est pas domicilié au Niger. Donc les délais de procédure sont différents que les autres délais. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons demandé à ce que le dossier soit renvoyé. La Cour a accepté de renvoyer le dossier au 13 mars 2017. Nous sommes prêts même ce matin, mais simplement nous avons dit que s'il y a des écrits qui ont été faits par les procureurs généraux, nous devons rentrer en possession de ces écrits. La défense et le procureur, c'est des adversaires. Donc c'est eux qui ont poursuivi. Au même titre qu'ils doivent avoir nos éléments, nous aussi, nous sommes en droit de demander leurs éléments. Donc vraiment, pour nous, le souci principal, c'est de respecter le contradictoire. C'est un procès pénal, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en cachette. Donc nous entendons à ce que les réquisitions écrites du procureur nous soient parvenues. À ce moment-là, nous aviserons. Comme il est de tradition depuis la première édition en 1967, le Cameroun célèbre chaque année la fête de la jeunesse à travers des activités et des manifestations. Jeunesse et défi de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente. C'est le thème retenu pour la commémoration de la 51e fête de la jeunesse au Cameroun. Pour cette année, l'édition a connu des innovations majeures, notamment la création de l'hymne de la jeunesse, la production du pain de célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, la déconcentration du défilé dans les arrondissements des grandes métropoles, pour ne citer que celle-là. Comme fait majeur de cette journée, c'est l'absence des militants des partis politiques de l'opposition au défilé, clôturant les festivités de cette édition dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Alors que quelques associations se sont distinguées lors de leur passage avec comme pour message « Don't touch my Cameroun ». Le message, c'est qu'on ne doit pas toucher à notre cher et beau pays, le Cameroun. Vous voyez ces t-shirts, vous voyez le lion qui est tout juste devant nous là, c'est pour dire que le lion est debout. Il ne veut pas qu'on touche à sa forêt. Donc nous sommes unis, nous ne voulons pas une division. Un Cameroun bilingue et une jeunesse prospère. Cette 51e édition de la fête de la jeunesse intervient également au lendemain du 5e sacre de l'équipe nationale du Cameroun à la CAN du Gabon 2017. Une nouvelle qui vient rassurer les Nigérians qui, dans le passé, voient en leur président Muhammadu Buhari un homme dans l'incapacité de diriger le Nigeria suite à sa convalescence. Entre-temps, des rumeurs faisaient état de son décès dans la capitale britannique. En effet, le président Muhammadu Buhari, depuis sa résidence de Londres, s'est entretenu au téléphone aux environs de 15h45 dans la journée de ce lundi 13 février avec le président américain Donald Trump. Les deux hommes d'État ont échangé sur des points portants sur la sécurité, la diplomatie et l'économie. Le président américain n'a pas hésité d'apporter son soutien dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, nous a confié un proche collaborateur du président Muhammadu Buhari, Garba Shehu, qui est le porte-parole du chef de l'État nigérien, joint au téléphone depuis Londres. Une très grande satisfaction pour notre pays, le Nigeria. Ceci est une grande marque de considération et c'est la première fois que le tout nouveau président américain Donald Trump s'est entretenu avec un chef d'État africain. Et selon les informations qui nous sont parvenues, après le président Muhammadu Buhari, Donald Trump s'entretiendra avec le président sud-africain Jacob Zuma. Une très grande joie
pour tout le peuple nigérian de savoir que le président Muhammadu Buhari est bel et bien vivant. Face aux rumeurs pour déstabiliser le pays, je dirais que ceux qui sont venus voir le président ont trouvé que le chef de l'État va de mieux en mieux. Les médias locaux au Nigeria sont sollicités par les autorités de ce pays pour véhiculer et diffuser des messages d'apaisement et surtout consolider cette union tant fragilisée par différents conflits. Au nord par Boko Haram et au sud par les Avengers du delta du Niger, dans un pays qui ne cherche qu'à se relever économiquement et retrouver sa place. Sur invitation de son homologue américain, le président nigérien Muhammadu Buhari se rendra dans les tout prochains jours à Washington afin de pouvoir échanger tête à tête avec Donald Trump sur les différents points abordés au téléphone. Troisième dirigeant étranger à être reçu par le nouveau président républicain, le premier ministre canadien Justin Trudeau, est arrivé ce lundi en milieu de journée à la Maison-Blanche où il a été accueilli en personne par Donald Trump. Lors d'une conférence de presse, les deux dirigeants, tout en évitant de se critiquer ouvertement, ont affiché leurs différences sur l'immigration et les réfugiés. Nous voulons laisser entrer des personnes dans notre pays, mais nous ne pouvons pas laisser les mauvaises personnes entrer. Je ne laisserai pas ceci arriver sous mon administration. Les gens, les citoyens de notre pays veulent cela. Et c'est aussi leur état d'esprit, je vous le dis. Nous recevons beaucoup d'éloges pour notre position. C'est une position basée sur le bon sens. Quand nous nous assoyons, comme nous l'avons fait, et comme nos équipes vont s'asseoir dans les semaines et mois à venir pour parler de comment on va continuer de créer des bons emplois pour nos citoyens des deux côtés de la frontière. En ce qui concerne le libre-échange, Donald Trump s'est d'abord efforcé de rassurer son voisin du Nord sur la renégociation à venir de l'accord de libre-échange nord-américain, assurant que sa principale source de préoccupation était le Mexique. Nous entretenons des relations commerciales exceptionnelles avec le Canada. Nous allons les ajuster. Nous ferons certaines choses qui bénéficieront à nos deux pays. Justin Trudeau a lui inlassablement souligné la nécessité de garder une circulation sans accroc des biens et des personnes entre les deux pays. Dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences ont été publiés les résultats accablants d'une étude. Pendant la grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2015, environ 3% seulement des personnes infectées ont été responsables de 61% de toutes les contagions. Ces super propagateurs de l'infection jouent un rôle tellement important dans des épidémies qu'il est essentiel de mieux les identifier afin de contenir plus efficacement les flambées infectieuses. L'ampleur de l'épidémie d'Ebola en 2014 a été sans précédent en Afrique, alors que les premières mesures de contrôle ont toutes échoué. Pour les scientifiques, une meilleure compréhension de ces super propagateurs du virus aurait permis de mieux les cibler et d'intervenir plus efficacement plutôt que de concentrer tous les efforts sur l'ensemble des populations. Ces personnes, dans le cas de la flambée d'Ebola en 2014, se trouvaient davantage parmi les populations que dans les centres de traitement. Elles ont ainsi continué à propager l'infection après qu'un grand nombre des premières personnes malades eurent été emmenées dans les centres de soins où la transmission était beaucoup mieux contrôlée. Les chercheurs estiment que si ces super propagateurs avaient été complètement identifiés, près des 2 tiers des infections auraient pu être évitées.